Merci de nous rejoindre pour suivre votre émission bi-hebdomadaire, le rendez-vous pour parler toujours de la situation politique et pourquoi pas autre actualité. C'est l'opportunité bien offerte par la chaîne de référence en vue de rencontrer les préoccupations de la population et pourquoi pas tenter d'y trouver des réponses à travers les invités que nous recevons. Pour ces numéros, nous avons le plaisir de recevoir encore les docteurs Noël Tchani, économiste, banquier, économiste international et candidat aux élections de 2018. Il est là pour répondre aux questions qui sont prévues pour ces numéros. Bonsoir docteur. Bonsoir, merci de me recevoir. Très en forme, vous êtes chic, bien là. Ben, il y a des gens qui disent que je suis chic et d'autres qui disent que je suis un ancien chic guy, chic personne. Mais bon, moi je me sens tout à fait confortable comme je suis. Voilà, c'est pas parce que le roi est là, vive le roi belge est à Kinshasa avec son épouse, ainsi de suite. Ils sont à Lubumbashi. Et ils sont venus, moi je me dis, dans l'optique d'honorer le pays après tant d'années qu'on n'a pas vu un roi de la Belgique venir rendre visite aux Congolais. Et voilà, ça vous a enchanté cette disponibilité du roi Philippe et de la reine Mathilde de passer 6 jours en République démocratique du Congo. Vous savez que la Belgique et la République démocratique du Congo ont une histoire commune qui date de plusieurs années maintenant, plusieurs décennies. Et moi, personnellement, j'ai eu le plaisir d'étudier chez eux, en Belgique, à Liège. Et si je ne me trompe pas, mon diplôme de maîtrise en Liège est signé par beaucoup de personnes, y inclut le roi de Belge. Donc, quand j'ai vu le roi venir ici chez nous, j'ai pensé aussi à mon séjour en Belgique. Et je me suis dit, j'ai été chez vous, vous êtes le bienvenu. Là, c'était le roi Baudouin et la reine Fabiola. Okay. Exact. Donc je me suis dit, j'ai été chez vous, vous êtes aussi le bienvenu chez moi, mais dans un pays indépendant aujourd'hui, où nous devons maintenir des relations d'amitié, de coopération, de respect mutuel. Et je pense que ce roi, étant né aux alentours des années de l'indépendance, représente cette nouvelle génération comme celle que je représente aussi, pour que nous puissions regarder l'avenir sous un œil tout à fait différent et que nous puissions ne pas oublier le passé. Parce que le passé, si vous oubliez le passé, vous allez recommettre les mêmes erreurs. Voilà. Nous avons un passé qui était très douloureux avant l'indépendance et qui a causé des millions de morts. Il a fallu qu'il y ait l'intervention de la communauté internationale pour qu'on dise aux Belges, arrêtez, ça suffit. Vous ne pouvez pas continuer à couper les mains des gens, des choses de ce genre-là. Mais je pense que ce passé-là est derrière nous. Et aujourd'hui, on compte des millions de morts à cause du Rwanda. Nous comptons des millions de morts à cause du Rwanda. Nous condamnons cela et nous demandons que le Rwanda puisse arrêter. Et s'il n'arrête pas, personnellement, je demande au peuple congolais de se prendre en charge. Voilà. Pour que nous puissions en venir à la force. Le Rwanda, c'est un petit bout de pays comme ça qui n'a pas autant de force que nous. Nous sommes un pays de 107 millions d'habitants. Selon les informations à ma disposition, le 24 ou le 25 de ce mois de juin, nous allons assister au retour, au rapatriement de reliques de Patrice Emery Lumumba. Et voilà, bien avant ces rapatriements, le roi belge foule ses pieds à Kinshasa par l'aéroport international d'Inchili. Il y a un rapport avec ça? Bon, je ne sais pas s'il y a des rapports ou pas, mais ce sont deux événements qui sont importants à commenter. D'abord, l'arrivée du roi du Belge, je vous ai dit, comme toute autre personnalité étrangère dont le pays a maintenu des relations avec mon pays, nous sommes contents qu'il vienne nous rendre visite. Il est venu comme un touriste, il est venu comme quelqu'un qui veut prendre connaissance de la situation du pays que ses grands-parents avaient colonisé. De ce point de vue-là, nous n'avons pas d'objection à ça. Je l'ai vu faire le tour de la ville, à Kinshasa, aller au marché central, aller par-ci, par-là, au musée. Comme tout touriste international qui vient dans un pays, c'est normal qu'il essaye de connaître de première main ce qui se passe dans le pays, la situation dans laquelle se trouve chacune des structures qu'il a visitées. Le maréchal Mobutu avait à un certain moment décidé d'interrompre, de couper, de résilier la coopération entre la Belgique et la République démocratique du Congo. Pourquoi sur certains points
ça ne marchait pas. Est-ce que nous, maintenant, avec les réalités que la RDC est en train de palper, nous ne vivons pas en toute quiétude, surtout la population de l'Est de la RDC, est-ce que nous pouvons continuer toujours à sourire à notre pays colonisateur? Bon, je ne sais pas si on doit continuer à sourire ou pas, mais ce qui est évident, c'est que quand le maréchal Mobutu avait rompu la coopération avec la Belgique, c'était pour des raisons bien évidentes. Et on avait trouvé que la coopération, quand vous êtes dans une relation de partenariat, chaque partie doit bénéficier de cela. Mais si vous avez une partie qui exploite l'autre partie, ou l'autre partie ne tire plus de dividendes que nous, la République démocratique du Congo, il faut parfois se remettre en cause. À l'époque, je me rappelle que le discours de Mobutu disait que, en termes, par exemple, d'assistance technique, on nous envoie des gens ici pour nous éduquer, pour nous former. Et moi, je suis le premier bénéficiaire de cela parce que mon école en Ganajika, le collège Saint-Georges, avait des coopérants belges. Mais Mobutu disait, quand ils viennent, nous les payons 3-4 fois plus cher que les nationaux. Nous payons pour leurs vacances annuelles. Nous envoyons nous envoyons des transferts. C'est ce qui s'est fait, voire même maintenant avec les coachs de nos équipes, de notre équipe, les Léopards. C'est pour cela que personnellement, je me dis, nous devons cesser de nous plaindre. Et nous devons nous dire que nous sommes aujourd'hui un pays indépendant, souverain. Nous devons nous prendre en charge, avoir une vision de développement de notre pays. Et dire que dans cette vision de développement-là, pour la mettre en œuvre, voici les choses que nous sommes supposés faire et voici là où nous pouvons demander que les partenaires au développement viennent nous assister. Mais si nous mettons le tout sur la table et nous attendons que la manne tombe du ciel avec l'assistance internationale, je pense que c'est une grosse erreur. Le Congo, un pays indépendant aujourd'hui, doit avoir sa propre vision de développement. Dans cette vision de développement, demandons maintenant quelle est la valeur ajoutée que la Belgique peut apporter dans la mise en œuvre. Si par exemple la valeur ajoutée serait l'intervention dans le domaine sécuritaire, tant mieux, mais qu'on définisse exactement cette intervention consiste en quoi. Est-ce qu'on va aligner les troupes belges aux côtés des FARDC pour combattre les troupes rwandaises, ou bien est-ce qu'on va équiper les FARDC, par exemple, en leur donnant des équipements tels que les avions, les chars de combat, des trucs de ce genre, tout ce qui est matériel militaire. Est-ce qu'on va se limiter à former sur le plan académique nos militaires? Mais ils ont été formés à un certain moment. Il y a un nombre important qui ont bénéficié de la formation en Belgique. Et nous apprécions cela à sa juste valeur. Mais ce que je dis, c'est qu'à partir de maintenant, là, qu'on définisse clairement quelle est la relation que nous avons. On veut recommencer la coopération, mais cette coopération va consister en quoi? Je voudrais donner un ou deux exemples qui montrent que nous devons être très prudents quand on réouvre le cœur à faire affaire avec des pays étrangers comme la Belgique. Il y avait une banque ici qui était, dont la propriété était dans les mains des Belges. C'est la BCDC. L'actionnaire majoritaire dans cette banque-là, c'est un Belge qui s'appelait M. Forest. Quand il fallait qu'il se désengage, aucun effort n'a été fait pour que cette banque revienne aux Congolais. On est allé trouver des Kenyans, on a vendu la banque aux grandes dames des Congolais sans que les Congolais sachent même de quoi il s'agissait. Moi, je pense que si on est des vrais partenaires entre la Belgique et la RDC, il faut qu'on définisse le modus vivendi. Quand il y a des choses comme ça, vous vous retirez, vous les Belges, vous laissez la banque dans les mains des Congolais. Ça n'a pas été fait. Je voudrais donner un deuxième exemple. Nous avons un deuxième exemple aujourd'hui. L'hôtel Memling. L'hôtel Memling, c'est le symbole même de la coopération entre la Belgique et la RDC. C'était détenu, les actions étaient détenues par la compagnie qu'on appelle Sabena qui est tombée en faillite. On a commencé à liquider les biens de la Sabena. On a vendu ces biens-là partout. On a mis au Congo un liquidateur, un curateur, comme on l'appelle, M. Christian van de Bogenhout. Ce monsieur, pendant 20 ans, il fait tout pour ne pas vendre la Sabena, pas la Sabena, le Memling aux Congolais. Bien au contraire, il tourne les gens en bourrique et il a transformé cela en ses affaires personnelles où il gagne de l'argent, il ne veut plus partir. Ce n'est pas ça la coopération. Et je veux dire que le Memling, c'est une propriété de l'État parce que Sabena était une propriété de l'État. Je voudrais à travers cette émission demander à ceux qui s'occupent de la coopération, qu'on demande au Premier ministre belge, qu'on demande au ministre de la coopération, mais qu'on demande au roi, qu'on nous remette l'hôtel Memling, que nous puissions, nous les Congolais, devenir actionnaires. Parce que c'est ça, reconnaître le passé, éviter les erreurs du passé, mais remettre maintenant la propriété d'un hôtel comme celui-là
tout comme d'autres biens qui sont détenus par les Belges ici et qui sont en liquidation, comme les biens qui appartiennent par exemple à l'ambassade de Belgique, les anciens bâtiments où se trouvait l'ambassade, qu'on trouve parmi les Congolais, les gens qui veulent acquérir cela et qu'on les aide à devenir propriétaires. Et les infrastructures que les Belges ont laissées, dont les Congolais utilisent bonnement, parce que ce pays est bel et bien construit grâce à la Belgique. Vous savez combien... Après le départ du pays colonisateur et de tous les restes, il n'y a rien de nouveau après leur départ. Quels sont les efforts que nous, personnellement, nous avons pu déployer après la colonisation? Il ne faut pas dire ça. Moi, je vois les choses différemment. Vous savez, après 1960, les Belges sont partis. Ils ont laissé quelques infrastructures, par exemple des hôtels, des hôpitaux, des routes des bien écoles, construites. Certaines routes. Tout ça, nous félicitons, nous remercions les Belges de nous avoir légué ces infrastructures-là. Mais n'oublions pas une chose, que jusqu'en 1960, les Belges n'ont pas préparé le Congo, les Congolais, à assumer la responsabilité de la gestion de leur pays. Qu'est-ce que nous avons en 1960? Et là, vous incombez la faute aux Congolais? Qu'est-ce que nous avons noté le 30 juin 1960? Un seul cadre universitaire congolais à l'université. Un seul cadre. Mais ils étaient là pendant 100 ans. Pourquoi ils n'ont pas préparé les Congolais à assumer la relève? Ceux qui disent qu'il fallait qu'on puisse retarder l'indépendance de la RDC jusqu'en 1980... C'est parce que les Congolais étaient naïfs? Non. Les colonisateurs n'avaient pas voulu que les Congolais soient formés pour prendre leur place. C'est ça la réalité. Donc, il ne faut pas oublier cet aspect historique-là, parce que si nous oublions cet aspect historique, nous allons retomber dans les mêmes travers du passé. Aujourd'hui, nous sommes un pays souverain et nous devons nous assumer. Nous devons être responsables de la conception, de la vision de développement que nous avons. La vision de développement que nous avons, par exemple, c'est de construire un hôpital pour chaque 1 million de personnes. Nous sommes 107 millions d'habitants, on doit avoir l'objectif de construire... Donc, si je vous comprends bien, vous ne voyez pas les biens fondés ou la pertinence de la coopération belgo-congolaise, mais non, ce n'est pas ça que je dis. Ce que je dis, c'est ceci. Parce que nous voulons de la coopération du peuple congolais. Nous voulons la coopération, mais une coopération que nous contrôlons. C'est-à-dire, nous avons notre vision de développement et nous nous disons, voici les choses que nous pouvons faire nous-mêmes en tant que Congolais. Et voici les choses que nous ne pouvons pas faire nous-mêmes. Et là où nous ne pouvons pas faire ces choses-là nous-mêmes, qui parmi les bailleurs de fonds, les donateurs, les coopérants ou bien le monde extérieur peut intervenir pour ajouter de la valeur, pas pour simplement pour le plaisir. Par exemple, aujourd'hui, nous avons la Belgique qui nous offre sa coopération. Nous avons les États-Unis qui nous offrent la coopération. Les Chinois, nous avons les Japonais, les Sud-Africains et consorts. Chaque fois, les Brésiliens ou les Turcs ou même les Russes, nous devons nous poser la question si nous devons donner cette responsabilité à tel bailleur de fonds, quelle est la valeur ajoutée? S'il y a de la valeur ajoutée, oui. S'il n'y a pas de valeur ajoutée, moi je ne suis pas d'accord qu'on dise simplement on prend tout, on donne à tel pays parce qu'on a eu des relations historiques. C'est ça que je suis en train de dire. Mais je ne refuse pas qu'il y ait coopération. Je veux une coopération qui ajoute de la valeur. Pour les pays africains, apparemment tout nous est imposé de l'Occident. Non, c'est parce qu'il y a des pays comme notre pays qui pensent qu'on doit accepter n'importe quoi. Je connais des pays africains. C'est l'Occident qui décide surtout en Afrique. Ce n'est pas vrai. Je voudrais vous dire une chose, que moi j'ai travaillé sur des pays africains où j'ai senti qu'on a fait des choses que le pays voulait faire. Kadhafi ou Menon. Madame, laissez-moi finir mon idée. Je vous donne donc 2 ou 3 exemples. J'ai beaucoup travaillé sur le Sénégal et les pays de l'UEMOA, de l'Union économique et monétaire ouest africaine. Ces pays-là, par exemple le Sénégal ou le Burkina ou la Côte d'Ivoire, et ils définissent leur propre agenda de développement et demandent qu'on puisse les aider à mettre cela en œuvre. Allez aujourd'hui au Sénégal, vous allez voir. Ils ont fait des progrès énormes, construisent des aéroports internationaux de qualité, des lignes de métro, des lignes de transport, des routes, des infrastructures. Pourquoi? Parce que les dirigeants de ces pays-là ont eu une vision qu'ils ont mise sur la table et ils se sont dit nous allons faire ça et si on ne peut pas le faire, on demande aux bailleurs de fonds de venir nous aider. J'ai travaillé avec le président Abdou Diouf, avec le président Ouad, avec le président Macky Sall ici. Et je vois qu'il y a une, si je peux dire, une succession... Donc, depuis 1960, donc après l'indépendance jusqu'à maintenant, il y a 5 chefs de l'État qui ont défilé à la tête de ces pays. Les résultats ne sont toujours pas probants ou ils ne sont toujours pas à la hauteur selon vous? Mais je vais vous dire qu'il y a une différence entre des pays qui font des progrès et des pays qui tournent en cercle.
Nous avons 5 chefs d'État. Posez-vous la question, par exemple, quelle est la qualité du leadership congolais depuis 1960? Qu'est-ce que vous avez aimé ou apprécié en Kasavubu, par exemple? Bon, je refuse de... Il n'a pas pu rester longtemps au pouvoir. Je refuse de personnaliser les débats. Parce que je suis ami avec Justine Kasavubu, sa fille. Je voudrais ne pas dire des choses... pour l'intérêt de notre pays. L'intérêt de notre pays. Ce que je voudrais vous dire, c'est ceci. C'est que chacun de nos chefs d'État a eu la bonne volonté de faire du bien pour le Congo. Mais peut-être avec des capacités limitées, on ne pouvait pas délivrer le développement que nous souhaitons. Quand vous regardez, par exemple, un pays comme le Sénégal, je vous mentionne simplement... Et Maréchal Mobutu, qui quand même arrive à faire face à la Belgique. Ce n'est pas une question de vouloir faire face pour une confrontation inutile. C'est une question de savoir qu'est-ce que nous voulons tirer d'une relation avec un pays comme la Belgique. Je vous dis encore une fois de plus que si nous regardons une stratégie, nous avons une stratégie de développement. Et moi, je vous ai proposé le plan Marshall de Noël Tchani pour la reconstruction et le développement de la RDC. Cette vision de développement pour sortir le Congo du sous-développement aujourd'hui, en faire un pays émergent en 15 ans. Et je sais exactement là où nous devons mener des actions, les choses que les Congolais sont capables de faire et les choses que les Congolais ne sont pas capables de faire. Vous en parlez et vous continuez d'en parler, de parler de votre plan Maréchal, et tout le monde fait la sourde oreille. Non, ce n'est pas que tout le monde fait la sourde oreille. Hier, par exemple, j'étais dans une conférence à l'Université pédagogique nationale et j'ai vu que les enfants, les étudiants, ils comprennent le message. La nouvelle classe politique là qui est constituée de la jeunesse, ils comprennent par rapport aux gens qui ne voient que leurs intérêts qu'ils mettent en avant. Ces jeunes gens, ils ont compris que d'une part, il faut protéger la souveraineté de ce pays, mais de l'autre part, on doit avoir une vision de développement telle que celle que je propose. Et beaucoup de gens, chaque fois que je parle, ils s'emballent pour pouvoir s'impliquer pour sa mise en œuvre. C'est ça la différence entre ces leaders qui viennent de 1960 et les leaders ou la jeunesse d'aujourd'hui. Moi, je veux qu'on améliore la qualité du leadership congolais. Améliorer la qualité du leadership congolais. Ces pays, ce sont des grands professeurs d'université qui sont gouverneurs, vice-gouverneurs, ministres et consorts qui entourent les différents, qui ont eu ou qui continuent à entourer les chefs de l'État, mais le pays est toujours plongé dans les chaos. Je voudrais vous donner, juste par comparaison, trois pays. La RDC, le Sénégal et la Côte d'Ivoire. Allez voir la qualité des gens qui ont géré la Côte d'Ivoire depuis 1960, en partant de Houphouët-Boigny à Alassane Ouattara aujourd'hui. Allez aussi voir la qualité des gens qui ont géré le Sénégal. Quand vous regardez tous ces gens-là et vous comparez à la qualité des leaders qui ont géré le Congo ici, vous vous dites que nous avons un problème. Nous devons nous réveiller. C'est un problème de tête ou bien c'est un système? C'est tout, le tout. Un système ne fonctionne que quand il a une bonne tête. S'il y a une mauvaise tête au sommet du système, le système ne peut pas tourner. Je donne l'exemple. Aujourd'hui, au Congo, on a l'impression qu'on nous a lié les mains. Tout à l'heure, là, j'ai vu qu'il y a eu coupure d'électricité dans ce studio 3 fois pendant que je suis ici. 3 fois. Et ça en moins d'une heure. Tous les jours. En moins d'une heure, coupure d'électricité. Qu'est-ce qui nous empêche aujourd'hui de regarder? Moi, si j'étais président de la République, je regarde la SNEL et je leur dis, venez ici, messieurs. Messieurs, vous, le directeur général, vous faites quoi tous les matins? Et si on a encore une coupure d'électricité dans les 24 heures qui viennent, vous démissionnez, vous partez. Est-ce que le chef de l'État est au courant de ça? Je ne sais pas s'il a sa ligne d'électricité différente donc de la ligne que tout le monde utilise. Mais s'il utilise la même ligne que vous et moi, nous avons dans nos maisons, bien dans nos bureaux, il doit connaître qu'il y a des coupures d'électricité tous les jours. Pourquoi est-ce qu'on maintient les mêmes dirigeants dans ces entreprises publiques depuis les 3 dernières années? Ce sont des gens que M. Kabila a laissés. Et on a vu la limite de ce qu'ils sont capables de faire. Pourquoi est-ce qu'on ne les change pas aujourd'hui? Et je vais dire encore une fois de plus, ça montre bien que le système... Ça ne se fait pas du tic-au-tac quand même. Moi, si j'étais président de la République, ce serait du tic-au-tac. Coupure d'électricité le matin, le soir, le DG est parti. Demain, c'est lui qui va venir, va réfléchir 2 fois avant de ne pas faire des changements dont nous avons besoin pour que les gens aient l'électricité en permanence. Au moment où il y a des alliances, des accords, vous risquez de frustrer les autres. On a vu avec le ministre de l'économie qui était révoqué, ça crée de frustration. Pourquoi pas si le gouvernement est composé ou constitué des alliances? S'il y a des alliances et il y a des frustrations au niveau des ministères, au niveau du choix des hommes et consorts, tant pis, le système est mauvais. Il faut changer ce système-là pour que ça puisse fonctionner mieux. Malheureusement, aujourd'hui, je trouve que ça ne marche pas. Et si ça ne marche pas, je pense qu'il revient aussi au commandant suprême. C'est lui qui a tous les pouvoirs là, de prendre des actions correctives
dans tous les secteurs et ne pas attendre que le roi des Belges vienne ici pour qu'on commence à travailler. Vous ne pensez pas que c'est l'alliance entre le CACH et l'FCC qui est à la base de difficultés aujourd'hui auxquelles le chef de l'État est buté en guise de faire fonctionner le pays comme il est souhaité? Bon, tout le monde connaît dans quelles conditions il est arrivé au pouvoir et tout le monde connaît que les résultats de ces alliances-là ne semblent pas lui donner la marge de manœuvre qu'il fallait pour gérer le pays correctement. Il s'est débarrassé de cette alliance-là, du FCC. Depuis qu'il s'est débarrassé de cette alliance, pourquoi est-ce que certaines actions tardent à être mises en place? Rien que les changements dans les mandataires publics. Aujourd'hui, pourquoi? Qu'est-ce qu'il attend pour arriver à faire ça? Donc, moi, je ne connais pas quel est son problème, mais je constate simplement que le pays ne tourne pas à la vitesse que moi, j'aurais souhaité qu'il tourne. Donc, il faudrait aujourd'hui qu'on s'assume. Et pour s'assumer, il revient à certaines personnes... Au moment où ils ont verrouillé certaines choses, il faut commencer par déverrouiller, savoir détecter là où c'est verrouillé. Je vais vous dire une chose, pour faire sauter... déverrouiller. Pour changer le DG de la SNEL ou de la Régie des eaux, il faut demander la permission à qui? Si le chef d'État décide de le faire aujourd'hui, il le fait. Si on a réussi à faire sauter, on avait verrouillé, non? Si il décide de faire sauter le président de la Cour constitutionnelle en une seconde, en une journée. Donc tous les autres, là, si on veut les changer, on peut les changer comme on veut. Donc si les choses tardent à se mettre en place, moi, je pense qu'il y a un problème à ce niveau-là. Il faut que le chef de l'État et son équipe se déterminent à faire des changements qu'il faut. Le chef de l'État, à lui seul, il ne saura pas faire tout ou être partout au même moment. Il a des conseillers, il a des ministres et consorts. Vous ne trouvez pas que, apparemment, c'est comme si on ne lui facilite pas la tâche et nous assistons à des spectacles qui ne semblent pas plaire ou qui ne sont pas bénéfiques, qui ne répondent pas à l'intérêt de la population? Parce que le chef de l'État ne peut pas être là au même moment, voir ce qui se passe par exemple au marché central, les prix des denrées alimentaires sont revus à la hausse, l'inflation et consorts. Il y a quand même des c'est le chef de l'État qui constitue son équipe et qui met en place son cabinet et qui désigne les gens dans les structures différentes. Si vous constatez que ça ne marche pas, qu'est-ce que vous faites? Vous ne restez pas à vous plaindre. Un chef d'État ne doit pas se plaindre, il doit agir. Donc, si vous constatez simplement que votre cabinet ne fonctionne pas, moi, je ne ferai pas 2 semaines avec le même cabinet. Je le change. Et nous avons entendu le chef d'État se plaindre quand il est passé en Côte d'Ivoire. Il a dit qu'il reconnaît que parmi ses conseillers... Noël, c'est bien de prêcher aux autres. Hein. Bon, peut-être que vous ne me connaissez pas assez. Je suis quelqu'un que, quand je veux faire quelque chose, je le fais. Quand je suis convaincu que c'est ça qu'il faut faire, vous pouvez vous plaindre comme vous voulez, mais je vais le faire. Donc, ce que je dis là, c'est que le chef de l'État s'est plaint quand il était devant la communauté congolaise en Côte d'Ivoire. Il a dit que son cabinet, ça ne marche pas. Ce n'est pas la première fois qu'il le dit. Pourquoi il s'est plaint et puis il n'y a rien qui change? Il y a un problème à ce niveau-là. Il faut que lui-même assume ses responsabilités en tant que chef de l'État. Si il assume ces responsabilités-là, il va changer partout, les choses ne marchent pas pour que ça commence à marcher. C'est facile d'interpréter ou de critiquer par exemple un match de football, mais il faut vous retrouver sur le terrain pour comprendre certaines réalités. Vous avez donné un bon exemple de match de football. Nous avons amené un entraîneur international qui nous coûte très cher, monsieur Hector Cooper. Je me demande, moi, quelle est la valeur ajoutée de ce monsieur-là comme entraîneur de Léopard par rapport à François Ibengue de Père de Mer. Je crois que François Ibengue connaissait les léopards, pouvait parler avec eux dans la même langue, le lingala ou le français. Et il y avait des erreurs certainement, mais il fallait les encadrer de façon telle... Ibengue était mal aimé ou mal apprécié à un certain moment. Je vous dis aujourd'hui que Hector Cooper ne va nous amener nulle part. Nous allons perdre les matchs même devant le Soudan, même devant le Gabon, et vous vous attendez à quoi? On sera écrasé par le Ghana, par le Sénégal, par d'autres pays, le Cameroun et consorts. On le dit toujours. Donc, quand le pays ne marche pas, ne va pas économiquement, tout est par terre. Hein. Mais il ne faut pas gaspiller les ressources publiques. Même sur il ne faut pas gaspiller des ressources publiques à payer des gens qu'on importe de l'extérieur trop cher, alors qu'on peut avoir la même performance, sinon meilleure, en ayant donc les Congolais de Père et de Mer. Donc moi je pense que nous devons repenser notre stratégie. C'est pour ça que je continue à dire, quand on n'a pas une vision, on peut faire des actions par-ci par-là.
Mais quand on a une vision comme celle que moi je vous propose, là, le plan Marshall de Noël Tchani pour la reconstruction et le développement de la RDC, valoriser les Congolais, développer le Congo avec les Congolais et ne faire appel à la communauté internationale. Ce plan a déjà été déposé sur le table du chef de l'État? Il a ça, je lui avais remis ça. Donc, et avec tout ça, moi je considère simplement qu'à un moment donné, il faut nous assumer. Et pour l'instant, on se plaint beaucoup. Une question de curiosité, Dr Noël Tchani. Pourquoi le roi de la Belgique a choisi que la province puisse faire après avoir quitté la ville de Kinshasa? Il devait se rendre par exemple à l'Équateur, au Bandundu, au Bas-Congo. Personnellement, je pense que déjà les Congolais, c'est encore une fois de plus ce que je dis, quand on a une vision, on fait des choses qui s'insèrent dans cette vision-là. Personnellement, je vois que quand il y a des visiteurs internationaux, le roi de Belgique, c'est pas parce que c'est la deuxième capitale. J'arrive. Quand il y a le roi des Belges, on a le secrétaire général des Nations Unies, on a le pape qui allait venir, dont le voyage vient d'être annulé ou reporté. Quand ils viennent, c'est toujours le même itinéraire. Voilà encore une surprise désagréable pour les Congolais en général et les catholiques en particulier. On attend la confirmation de la Cinco là-dessus. Je vous en prie, continuez. La Cinco n'a rien à confirmer. Ça a été, c'est le Vatican a émis un communiqué, donc c'est comme ça. Alors il est malade, donc il est humain, et s'il a une maladie et qu'il n'arrive pas donc à se déplacer, donc c'est tout à fait normal sous les conseils de ses médecins. Alors, mais il reviendra, parce qu'on n'a pas dit que le voyage est annulé, mais le voyage est reporté à une date ultérieure. Quand il se sentira mieux, il va venir. Mais je disais que quand on a des visiteurs internationaux, il est important que nous, en tant que pays, on les oriente aussi là où nous voulons qu'ils puissent visiter. Par exemple, l'itinéraire de tous ceux qui viennent de l'extérieur, c'est toujours Kinshasa, Lubumbashi, Goma. Il faudrait qu'on ne puisse pas oublier les autres coins de la République. Par exemple, Mbujimaï ou Kananga, par exemple, la province orientale, donc Kisangani, par exemple, pourquoi pas l'Issala à l'Équateur, pourquoi pas donc le Bas-Congo. Donc il faut qu'on puisse diversifier ces sites de visite par des étrangers, des marques que nous recevons ici, afin de pouvoir maintenir tout le Congo donc en équilibre. Voilà, parce que, une parenthèse, parce que vous parlez du pape, son voyage a été annulé pour la République démocratique du Congo particulièrement, où devait séjourner en mois de juin, tout au début là. Selon plusieurs sources, il est très souffrant, le pape François, et envisagerait même, selon Le Monde, d'abdiquer pour retourner passer ces derniers jours parmi les siens en Argentine. Voilà, ce sont des informations que nous recevons. Espérons que ça puisse être une bonne information. Docteur en tant que chrétien, en tant que catholique, je souhaiterais que nous puissions prier pour notre pape, pour qu'il puisse se remettre, regagner la santé. Mais c'est une grande déception après les dépenses engagées pour les préparatifs, ainsi de suite. À l'impossible, nul n'est tenu. Il n'a pas annulé le voyage de son propre gré. C'est sur recommandation de ses médecins et nous voulons qu'il puisse retrouver la santé et nous ne pouvons que demander de prier pour lui. Mais il n'avait pas une santé de fer bien avant, alors pourquoi avoir demandé de venir en Afrique Je ne peux pas entrer dans les spéculations et consorts. Tout ce que nous savons, c'est que le pape devait venir. Il ne va pas venir maintenant. Le voyage est reporté pour des raisons de santé. Prions pour lui, pour qu'il puisse recouvrer la santé. Il n'y a pas anguille sous roche, non? Non, je ne pense pas. Je ne crois pas. Voilà, Dr Noël Tchani, nous évoluons dans cette émission. Voilà, la loi électorale, nous attendons ça, mais il y a toujours de quoi que jusqu'à maintenant. Je sais que vous êtes en train de suivre ces dossiers de près. Pourquoi? Parce que voir même la loi Noël Tchani continue à traîner les pieds dans la chambre basse du Parlement. Parlons de la loi électorale. Vous pensez que cette loi sera sans embâche disponible sous peu, parce que les grands travail reste maintenant à faire à la chambre haute du Parlement? Bon, mon souhait, c'est qu'on puisse mettre en place tout l'arsenal juridique le plus rapidement possible en place pour que ça puisse baliser le terrain pour les élections crédibles, indépendantes et transparentes en 2023. Il y a des choses que moi je voudrais voir dans la loi électorale. Et par exemple, cette proposition de loi que nous avons faite pour qu'on ait
qu'on passe de l'exclusivité de la nationalité congolaise à l'irrévocabilité de la nationalité congolaise. Je pense que c'est important. Pourquoi? Parce que ça va redonner la nationalité à plus de 10 millions de nos compatriotes qui sont dans la diaspora et qui ont pris des nationalités étrangères que j'appelle des papiers pour se mettre en ordre afin d'étudier, afin d'envoyer les enfants à l'école, afin de trouver du travail pour gagner de l'argent et supporter même ceux qui sont restés au pays. Ça, c'est le premier élément que je souhaiterais voir modifié. Deuxième chose, c'est les conditions pour être candidat à la présidence de la République. Je souhaiterais qu'on puisse modifier l'article 72 qui dit que pour être candidat à la présidence de la République, le candidat doit être congolais d'origine et je veux qu'on ajoute virgule né de père et de mère congolais d'origine. Cela va nous éviter les infiltrations massives que nous connaissons aujourd'hui, non seulement au sommet de l'État, mais dans les institutions de la République. Je voudrais vous donner 2-3 exemples pour que les compatriotes comprennent. Depuis 1960 jusqu'à maintenant, on a des présidents nés des pères et des mères. Mais... Je vais commenter sur ça, mais je voudrais vous donner 2-3 exemples pour que les compatriotes comprennent combien c'est dangereux d'avoir la Constitution dans sa forme actuelle. Paul Kagame, malgré à peu près 10 millions de morts qu'il a causés à notre pays depuis 1996, vient de déclarer, si cela est vrai, je l'ai vu sur les réseaux sociaux, vient de déclarer que lui aussi il est congolais à 50%. Pourquoi? Parce que sa mère serait Lokele, originaire de la province orientale, je crois que c'est Chwapo, une chose comme ça. Et son père était un Tutsi rwandais. Et par conséquent, d'après la loi congolaise aujourd'hui, Paul Kagame est congolais. Et il est non seulement congolais d'origine, mais éligible pour être candidat à la présidence de la République. Mais vous vous rendez compte le danger que nous prenons? Mais c'est très grave. Deuxième exemple, Vincent Karega, qui était ambassadeur du Rwanda au Congo. Même situation, mère congolaise, père rwandais. Pendant 32 ans, il était congolais. Mais aux États-Unis, tel n'est pas le cas. J'arrive. Laissez-moi finir les 3 exemples. Pendant 32 ans, il était congolais comme tout le monde. Et puis, soudainement, on le nomme ambassadeur du Rwanda. Ici, il dit qu'il a renoncé à la nationalité congolaise. Je crois que ce n'est pas correct. Et vous avez vu même son comportement, son attitude. Pendant qu'il était ici, toute son attitude était en faveur du Rwanda et contre la République démocratique du Congo, donc de sa mère. En d'autres termes, pas de loyauté à l'égard de la RDC, mais de loyauté totale à l'égard du Rwanda. Troisième exemple, nous venons d'apprendre qu'il y a un Congolais, soi-disant, un Mouchi du Sud Kivu, qui était dans les institutions de la République pendant très longtemps et qui vient d'être nommé ambassadeur du Rwanda en France, aux grandes dames de tout le monde. Ces gens-là, on les a accueillis, ils ont travaillé avec nous. Ils ont dit qu'ils étaient congolais. Mais ils n'avaient jamais de loyauté totale à l'égard de la RDC. Ils étaient toujours liés au Rwanda de leur père. Ou ils aspirent confiance. Ce n'est pas la raison pour cela. Moi, je dis simplement, on accepte tout le monde comme congolais. Si vous avez un père ou une mère congolaise, on vous accepte. Vous pouvez tout faire dans votre pays. Mais partout ailleurs, docteur, nous les Congolais, nous n'avons pas une bonne réputation, vous le savez. Moi, je ne sais pas qui n'a pas une bonne réputation parmi les Congolais. Mais moi, là où j'ai travaillé, partout où je suis passé, j'avais une très bonne réputation. Mais les États-Unis, j'ai représenté valablement la RDC. Je sais qu'il y a plusieurs Congolais comme moi. Chani, aux États-Unis, par exemple, ce sont le peuple qui vient de partout ailleurs. Qu'est-ce qui fait qu'il y a de l'ordre que nous applaudissons tous? Il y a de l'ordre, pourquoi? Parce qu'ils ont mis en place des institutions et des lois et un État fonctionnel qui font que tout le monde doit vivre d'après les règles transparentes connues de tout le monde. Dans notre pays, nous devons faire la même chose. J'ai toujours milité pour qu'on mette en place un État de droit fonctionnel. Un État de droit fonctionnel et le système de bonne gouvernance veulent dire quoi? À la minute qu'un Congolais met les mains dans les caisses de l'État, il prend un centime de la République. Il faut qu'il soit traduit devant la justice, jugé, condamné s'il le faut et mis hors d'état de nuire pour qu'il ne puisse pas continuer à faire le même comportement. Et ça sera éducatif pour le reste de la population. Je suis désolé de constater qu'il y a beaucoup de cas malheureux. Ça sera faisable comment au moment où même au niveau de notre justice n'aspire presque pas confiance aux Congolais? Encore une fois de plus, il y a le magistrat suprême du pays. Le Conseil d'État vient de décevoir en ce qui concerne l'élection dans la Mongala. Encore une fois de plus, je fais appel au commandant suprême, au magistrat suprême, de prendre des actions pour que la justice commence à fonctionner. Par exemple, tous les juges qui sont suspectés d'être corrompus, moi je mettrai un numéro de téléphone quelque part. Et je demanderai que quand vous connaissez un juge qui est corrompu, il faut le dénoncer. On le dénonce
nous allons mener des enquêtes. Il y a un organe bien indépendant, inspection de justice, un contrôleur de justice. Il y a un organe qui va mener des enquêtes. Une fois qu'on trouve qu'effectivement le juge en question était corrompu, il faut qu'on fasse ce qu'on appelle la prise à partie, qu'il soit jugé, condamné, mis hors du système de justice pour qu'il ne puisse pas continuer à commettre donc, les élections à la Cour constitutionnelle, ça vous a inspiré confiance, bien que c'était par tirage au sort? Bon, c'est ça le système qu'ils ont. Hein. Le système qu'ils ont, c'est le système de tirage au sort. Ils ont fait le tirage au sort, on connaît les résultats qu'il y a, mais je crois qu'en lisant Jeune Afrique, il y a eu des choses qui étaient au-delà qui sont des non-dits. Des non-dits parce qu'on soupçonnait qu'il y a eu de corruption pour qu'on ait donc le jugement sur Matata, qu'on a entendu où la Cour se déclare donc incompétente et ne dit pas auprès de quelle justice ou bien auprès de quelle juridiction il fallait envoyer donc le dossier. Apparemment, il y a eu près de 5 millions de dollars de dépensés là-bas pour corrompre des gens. Si cela est le cas, bravo à ceux qui ont estimé qu'il fallait corriger ça immédiatement. C'était opportun ou bien il était temps de procéder à cette élection, par exemple, à la Cour constitutionnelle? Je ne connais pas les détails, mais tout ce que je sais, c'est que s'il y a eu corruption, j'arrive, s'il y a eu corruption telle qu'on a entendu dans les réseaux sociaux, il fallait agir immédiatement. Il ne faut pas attendre donc dans 3 ans pour que les dégâts continuent donc à être posés. Je demande aujourd'hui à la Cour de cassation, qui va siéger sur le même dossier, de faire très attention, de juger le cas de Matata en toute transparence, objectivité. Et j'appelle d'ailleurs à ce que le procès soit retransmis en direct à la télévision pour que nous tous, on puisse se faire une religion sur ce cas-là. Est-ce qu'il y a eu des tournements de fonds publics ou pas? Nous ne voulons pas qu'un seul citoyen congolais soit condamné. Il y a plusieurs procès. Pourquoi vous martelez que sur le procès Matata? Non, il y a le procès de Caméré. En citant le cas Matata. Il y a le procès de qui encore? François Béa et tout. Il y a Bakonga. Pourquoi vous martelez que sur le procès Matata? Non, j'ai mentionné un cas parmi tant d'autres. Mais pour tous ces cas-là, je demande la transparence. Je demande que les procès soient retransmis en direct à la télévision et je demande qu'on le fasse vite pour que ça serve d'éducation à toute la population. Je ne veux pas qu'un seul citoyen congolais soit condamné par haine ou par des problèmes personnels. Je veux que quand on condamne quelqu'un, on le juge, que cette personne-là soit jugée en toute transparence. Qu'est-ce qui justifie que tous ces procès-là traînent des pieds? Les procès Matata, c'est que le système de justice... Caméré, François Béa... Et vous avez parlé de Willy Bakonga. Je pense que tous ces cas-là, le système de justice donc, a sa façon de fonctionner. C'est pour ça que nous appelons à la restructuration complète de la justice. Restructuration pour que des cas comme ça ne traînent pas trop, donnant l'impression qu'on ne veut pas donc les aborder. Mais il y a quand même des délais aussi qu'il faut respecter, des délais d'instruction des dossiers. On ne veut pas précipiter des choses si on n'a pas le dossier n'a pas encore atteint un niveau de maturité avec tous les éléments qu'il faut pour qu'on ait donc un procès en bonne et due forme. Où vont les choses, le procès Matata, ça donne l'impression déjà que lors du verdict, Matata sera acquitté. Et ça vous donne l'impression, cette impression-là, basée sur quoi? Les procès Matata, on sent l'acharnement. Non, il ne faut pas dire des choses. Il ne faut pas dire des choses comme ça. Le procès Caméré, moi je pense que la Cour d'appel va examiner les dossiers en bonne et due forme. Et il devra rendre un jugement que tout le monde devra comprendre. Le procès Matata, c'est la même chose. Moi j'ai lu dans la presse certaines informations qui étaient diffusées par l'IGF. Je ne vois pas comment M. Matata pourra survivre, étant donné que à quelques temps des élections, il y a des alliances qui se font, il y a des grands ennemis qui deviennent des amis, et il y a ceux qui emboîtent aussi les pas. Nous avons vu les Kassaïens aussi se retrouver pour harmoniser, arranger les relations entre eux. Ça vous inspire quoi tout ça? Je ne suis pas dans ce genre de choses-là. Je ne suis pas dans ce genre. Les élections pointent à l'horizon. Je ne suis pas dans ce genre de manœuvres-là. Si je déclare ma candidature... Vous n'avez pas pris part à la rencontre des Kassaïens au Béatrice Hôtel? Le problème, c'est que vous ne me laissez pas parler. Je vous en prie. Le problème, je veux dire que quand il y a des élections qui arrivent, je demande encore au peuple congolais de sortir du tribalisme, de sortir de ces coalitions-là qui sont contre nature,
et qui ne vont pas donner au peuple congolais l'occasion de choisir les meilleurs candidats. Moi, je vous dis que si je déclare ou je confirme ma candidature à la présidentielle de 2023, je vais passer devant le peuple congolais. Donc vous confirmez votre candidature? Ce n'est pas ici que je dois confirmer. Ce n'est pas ici que je dois confirmer ou pas. Non, vous l'avez dit quand même. On arrivera à un moment où il faut se décider. Mais quand on va décider, on va présenter au peuple congolais la justification de pourquoi on est candidat à la présidence, la vision de développement, ce que nous cherchons à réaliser et pourquoi nous pensons que c'est... Aujourd'hui, Dr Noël Tchani, candidat président de la République, ça demande beaucoup de moyens pour la caution. Et la RDC, un pays à la dimension d'un continent, il faut battre campagne dans toutes les provinces de la République démocratique. Madame, les choses ont changé. Vous avez des moyens pour tout ça? Les choses ont changé. La politique nécessite aussi de moyens, pas seulement de beaux discours, parce qu'il faut utiliser des hélicoptères, des moyens aériens, et fluviales, routiers pour aller battre campagne, monsieur. Je vais vous dire une chose. Les choses ont changé par rapport à 2018. Avant 2018, les Congolais ne me connaissaient pas. J'ai habité à l'étranger pendant 40 ans. Je débarque ici comme un étranger. Les gens ne savaient pas si on était sérieux ou pas. Vous êtes beaucoup plus présent dans les milieux universitaires. Laissez-moi aujourd'hui finir ce que je veux dire. C'est qu'aujourd'hui, là, nous sommes connus dans toutes les 26 provinces, sans que j'aie mis pied dans ces provinces-là. Je suis connu dans ces provinces-là. Mais au-delà de cela, vous dites on est connu dans les milieux universitaires. C'est ça l'avenir du Congo. La jeunesse congolaise, c'est l'avenir. Nous voulons que tous les jeunes s'impliquent et qu'ils regardent parmi les candidats potentiels qui a la capacité d'ajouter de la valeur. Je vous invite à lire le plan Marshall et je vous invite à ce que vous preniez connaissance de ce que nous proposons pour développer la RDC, pour créer de bonnes conditions pour tout le monde. Quand vous allez voir tout cela, vous allez découvrir qu'il n'y a que peut-être un ou deux candidats. Docteur, on est presque à la fin. On parle de l'inéligibilité de Jean-Pierre Bemba et de Joseph Kabila. Qui d'entre je ne commente pas sur Jean-Pierre Bemba ou Joseph Kabila. Je ne commente pas sur des cas individuels. Je voudrais vous rappeler qu'en 2018... Non, juste votre opinion. J'arrive. Je voudrais vous rappeler qu'en 2018, parce que vous parlez de Jean-Pierre Bemba, il avait posé sa candidature et ça a été déclaré irrecevable. Je ne vois pas ce qui a changé par rapport à 2018 en 2023. Donc ce n'est pas à moi un individu qui doit dire qu'il est éligible, il n'est pas éligible. Il a été blanchi à la CPI par rapport à son dossier qui est vide. Il avait été blanchi en 2018 avant de cela. Donc ce que je veux dire, c'est que rien n'a changé par rapport à 2018. Les mêmes conditions de 2018 vont s'appliquer à 2023. Mais au-delà de cela, pour Joseph Kabila, je voudrais lui demander de se tranquilliser. Il n'est plus éligible. Il a fait son temps, il est parti. Au revoir, il ne faut plus qu'il mette ses pieds encore à la CENI pour poser sa candidature. Vous avez des secondes pour clôturer, pour donner votre message particulier, parce que nous sommes à la fin. Je voudrais demander à nos compatriotes de bien regarder l'avenir. Nous avons la force du changement. Si je suis candidat à la présidence de la République en 2023, je voudrais que vous puissiez soutenir nos activités financièrement, mais aussi moralement. C'est pas l'occasion de battre campagne. Le moment n'est pas encore propice. Je voudrais que vous puissiez, si vous le souhaitez, contribuer à notre soutien en donnant vos contributions par M-Pesa au compte plus 243 82 00 00 988 ou bien le Orange Money plus 243 85 210 22. Vous voulez soutirer de l'argent à cette population qui semble croupir des gens dans la misère? C'est parce que je suis très transparent. Partout ailleurs, il y a de la population qui participe aux activités politiques. Pour faire la politique, il faut avoir des moyens. Ça, non, il ne faut pas, pour faire la politique, il ne faut pas avoir volé de l'argent. Et moi, je n'ai jamais volé un centime de la République. La population congolaise devrait être avec moi pour que nous combattions ceux qui ont fait la prédation de nos ressources naturelles. Voilà, parce que nous sommes à la fin, c'était juste une parenthèse en disant que des candidats qui valent la peine, ça c'est mon humble avis, et qui n'ont jamais volé. Pour faire la politique, il faut avoir assez de moyens. Pourquoi? Parce qu'une fois à la tête de ces pays et que vous êtes pauvre, ça sera une occasion, vous allez sauter sur l'occasion d'amasser de l'argent, de vous enrichir. C'était un peu ça, c'est juste une parenthèse pour
clôturer cette émission. Nous sommes à la fin. C'est avec Dr Noël Tchani, économiste, banquier, économiste international, avec qui nous avons échangé pendant le 45 minutes imparti à cette émission. Je suis sûr que c'était clair comme dans un livre d'images, clair comme l'eau de la source. Si vous avez aimé l'émission, vous pouvez bien la retrouver le mercredi à 12h30, l'heure de la rediffusion sur votre chaîne, la chaîne de référence Antenne A. Une très belle soirée à tous et chacun.